Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, dans le face-à-face, André Bercoff reçoit Agnès Naudin, auteure de Chiara, des illusions, aux éditions Héraclès Éditions. Agnès Naudin, bonjour. Bonjour. Alors c'est bien, vous venez de quitter votre campagne, on va en parler un peu. Justement, on en parlait avec Philippe Grégoire de ce qui se passe avec les agriculteurs, mais je voudrais revenir, parce qu'on se connaît, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Vous avez été pendant 3 ans au sein d'une brigade des mineurs en région parisienne. C'est bien ça? Tout à fait. Et vous en avez parlé, vous étiez venu nous en parler. D'ailleurs, vous aviez écrit un livre à ce sujet. Même 3. Même 3, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, et vous avez parlé du drame que c'était et des moyens qu'il y avait, etc. Et puis, vous avez été suspendu. Pourquoi ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça et ça n'a pas de lien particulier avec les livres, on va dire voilà. Si, oui. Ça a un lien avec les livres. Aujourd'hui, je suis suspendue, mais j'ai été révoquée pendant 1 an pour violation du secret professionnel parce que j'ai raconté dans ces livres-là des histoires qui étaient encore en cours d'instruction. Oui. Donc ça n'a pas de lien, on va dire, direct avec mon activité en tant que policière, mais plutôt en tant qu'écrivaine. Mais vous voulez dire que c'est illégal de parler de faits ou de drames en cours d'instruction, ou c'est pour ça qu'on vous a... Ah bah oui, ça c'est la loi. Il y a un code de procédure pénale et l'article 11, les enquêtes en cours d'instruction, elles sont... il y a une confidentialité et un secret qui s'impose pour tous les acteurs de cette procédure-là. D'accord. Et je pensais avoir fait le nécessaire pour justement anonymiser tout, etc. dans le livre. Manifestement, c'était pas le cas. Après, je crois, j'ai pas toute la jurisprudence, mais je pense que je suis le seul flic de France à avoir été révoqué, c'est-à-dire la sanction la plus lourde ouais. dans le cadre de la fonction publique, pour des faits de violation du secret professionnel, qui est une infraction que toute la sphère judiciaire commet tous les jours, quels que soient les niveaux. Absolument. Donc, et on connaît le nombre de publications de journaux qui sont alimentés presque uniquement par des juges et des policiers. Voilà, et donc effectivement, les médias sont les premiers receleurs du secret de l'instruction. Mais c'est vrai que quand je l'ai écrit, je savais qu'il y avait un risque. J'ai pensé vraiment faire tout ce que j'avais pu, prendre tous les conseils, faire les relectures qu'il fallait pour que ça passe. Voilà, ça n'est pas passé. C'est encore en cours parce que j'ai été condamnée en première instance en mai 2023. Ouais. Et c'est sur ça c'est de cette condamnation dont ils se sont servis pour effectivement en parallèle faire une procédure administrative qui a abouti à la révocation. Mais elle est disproportionnée. Et c'est ce que le tribunal de Paris, que j'ai saisi, puisque j'ai fait un recours pour cette révocation, qui a estimé qu'effectivement la sanction était disproportionnée au regard des faits. Donc peut-être que cette disproportion-là, elle est, en tout cas pour moi, manifeste d'une intention de mon employeur de me faire sortir des rangs, peut-être pour d'autres raisons. Voilà. Alors, on va discuter de ça, non, je veux dire, avant de parler du roman, simplement, parce que c'est important. Vous dites que vous êtes la seule à avoir été révoquée pour ce motif-là, pour ce genre de motif. Alors j'ai dit, je ne suis pas allée regarder toute la jurisprudence, donc je ne suis pas sûre, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce qu'on a souvent des policiers, quand ils sont, par exemple, condamnés au judiciaire pour des violences faites sur des personnes, qui vont avoir comme sanction une suspension de 12 mois, de 24 mois, mais pas une révocation. Donc après, voilà, 2 poids 2 mesures. Est-ce que c'est plus grave d'enfreindre le secret professionnel ou est-ce que c'est plus grave de taper quelqu'un ? Je laisse la question. Poser la question posée, effectivement. Alors aujourd'hui, quel est votre statut aujourd'hui, Agnès Naudin ? Alors aujourd'hui, actuellement, officiellement, je suis suspendue pour 24 mois, dont 12 avec sursis. Donc 12 avec sursis, d'accord. Voilà. Donc j'ai 12 mois de suspension qui ont démarré là au mois de septembre. Donc je suis officiellement réintégrée, suspendue, sans traitement. Sans traitement. Ah bah oui, non, sinon
Sinon, c'est pas Attendez, marrant. je comprends pas. On a l'impression que c'est une révocation par d'autres moyens. Enfin, ça continue. Eh ben non, parce qu'au bout des 12 mois, il va falloir qu'on vous réintègre. qu'on me réintègre vraiment dans un poste et voilà. Non, mais c'est une punition continue, quoi. Enfin, normalement, je ne sais pas si c'est une punition ou Ah pas. bah, c'est une sanction. Ouais. Donc oui, c'est une Non, sanction, mais c'est- voilà. Mais donc ça veut dire que j'ai encore 12 mois pour essayer de savoir comment est-ce qu'on va sortir de tout ça. Et vous êtes encore au tribunal. Enfin, vous avez encore une action qui se poursuit. Oui, l'audience devant la Cour d'appel de Versailles, elle est prévue pour le 15 janvier 2025. Ça, c'est l'appel contre votre révocation. Enfin, Non, pas la Non. révocation. J'ai été condamnée en première instance par le tribunal de Nanterre. oui. J'ai beaucoup attaqué dans mes livres aussi. Ouais. Et eux, en première instance, ils m'ont attaqué pour violation du secret professionnel. C'est Et ça, j'ai ouais. eu 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de travailler dans la police. D'accord. Voilà. Ah, c'était ça la sentence. Donc ça, Ouais. c'était la sentence. J'ai fait appel et voilà, et l'appel, l'audience en tout cas, se tiendra là le 15 janvier. J'arrive Ouais, au bout c'est- du... J'arrive au Ouais, bout de vous- ce... vous de allez ce- au bout de- Voilà, Mais de cette expérience. vous, alors aujourd'hui, au moment où on parle, Agnès Nodain, vous avez envie de réintégrer la police, eu égard à tout ce qui s'est passé? Mais je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez faire autre chose. Parce que... dans la police, vous voulez dire? Non, autre chose ailleurs. Ah, je pensais que vous me disiez de réintégrer dans la police. Non, je veux dire, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, c'est la Oui. question. Est-ce que vous avez envie de réintégrer la police ou de faire autre chose, un autre métier? Eh bien, je n'ai pas le choix. Parce que si ça tenait qu'à moi, c'est-à-dire profondément de ce que si je suis rentrée dans la police, c'est parce que j'avais envie de le faire, que Oui, j'ai bien sûr. adoré ce que j'ai fait, et particulièrement la brigade des mineurs. Et je dis que j'ai pas le choix parce qu'à partir du moment où votre employeur utilise les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir virer quelqu'un, bien évidemment, s'il y a une autre personne, là, le tribunal administratif qui dit bah non, en fait, vous allez la réintégrer et vous allez prendre une autre sanction, l'intention de l'employeur, c'est quand même de me sortir. Et dans Oui. la police, quand on est dans ce genre de situation-là, ça veut dire que si je réintègre effectivement à l'issue des 12 mois et que je reprends un poste et que je repars en commissariat ou peu importe, Oui. je vais être sans arrêt sur mes gardes parce que de toute façon, je vais être dans le viseur en permanence de qu'est-ce oui. qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, Et donc, en fait, on est dans une relation de travail qui est de défiance des deux côtés et on ne peut pas avancer comme ça. Et eux, bien évidemment, ils ont tous les moyens à leur disposition pour m'écraser et pour me mettre, même la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ça en est une preuve. Oui, bien sûr. Donc je dis que j'ai pas le choix parce que à un moment donné, il faut juste voir la réalité telle qu'elle est. Et je suis pas sadomaso. Je suis en train de baisser les armes et de me dire ok, moi c'est bon. Je suis fatiguée. J'ai d'autres perspectives qui elles sont plus, qui sont différentes et en tout cas qui sont plus douces. Et donc voilà, il faut faut que j'arrive à faire cette transition et de la manière la C'est ça. plus soft Oui, possible. ça aussi, oui, non, je comprends. Voilà. Vous n'ayez pas, mais en fait, Mais c'est un crève-cœur. Ouais. C'est vraiment un crève-cœur pour moi. oui, j'imagine, parce que vous n'avez pas envie de réintégrer ce que vous avez connu avec le poids qui risque de peser sur vous. Tout quoi. à fait. Ouais. Exactement. Et alors donc, en tout cas, vous continuez à écrire, et ça, c'est une bonne chose. Mais avant ça, quand même, je veux dire, c'est intéressant le poids du réel. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, et votre cas est assez exemplaire, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines, qu'on ne supporte pas la réalité, parce que ce que vous avez raconté, c'est la réalité, on le sait. Et je veux dire, il n'y a pas que dans vos livres. On sait très bien quelle est la réalité par rapport aux mineurs et par rapport à d'autres problèmes. Vous avez raconté le réel. J'avais lu, en tout cas, un de vos livres au moins. Et c'était très, très fort. Et vous racontiez ce qui se passait. Qu'est-ce qui fait qu'une société ne peut plus supporter le réel, une société. En tout cas, les responsables d'une société ou un appareil ou un système ne supportent plus le narratif, un narratif différent de celui qu'il veut imposer. Je crois qu'on appelle ça de la manipulation.
en règle générale, c'est-à-dire qu'il y a la réalité, et encore une fois, dans les livres, je n'ai raconté que ma réalité, donc Bien avec sûr. mon champ de perception de ce que j'ai vécu. Et ce que vous avez vécu et observé. Et de ce que Ouais. j'ai vécu, de ce que j'ai observé, ça c'était dans les premiers livres. Après, dans ceux qui ont suivi, là je suis allée faire des recueils de témoignages ou de familles de victimes ou de policiers qui avaient vécu des histoires aussi difficiles au sein de l'institution. Donc je me suis aussi nourrie des expériences des autres pour essayer de comprendre comment le système fonctionne. Ceux qui sont dans le système et qui sont tout en haut de ce système ont une vue globale et générale sur tout ce qu'il se passe. Eux, c'est leur réalité, mais la réalité, ils ne peuvent pas la nier. En revanche, il y a des choses qu'il faut cacher, parce que vous, en tant que citoyen, cette réalité-là, vous ne voulez pas la voir. Et ça, c'est quelque chose qui est d'ordre plus général. Ah, vous croyez que le citoyen ne veut pas la voir? Ouais, j'ai souvent Vous croyez entendu, que- oui. dans des salons du livre, Ouais. j'ai souvent entendu des gens qui me disaient « Votre livre, je ne peux pas le lire parce que je suis trop sensible ». Alors effectivement, là, on va sur une matière qui est très Ouais. particulière. Oui, mais C'est enfin, les quand même. mineurs, on peut tout à fait le comprendre. On va juste faire une petite pause, Agnès Naudin, et on va continuer de parler de tout cela parce que c'est fascinant, le rapport avec la réalité, je crois qu'il est fondamental aujourd'hui si on est en démocratie. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et Agnès Naudin, c'est un écrivain dans tous ses états. Elle est policière, mais elle aussi dans tous ses états, elle écrit de très beaux livres. Alors, 2 sœurs jumelles, Chiara, capitaine de police travaillant dans la brigade des mineurs. Ça rappelle quelqu'un, ça. Hein. Et de Mitter de Marseille, pardon, et Julia, avocate respectée, donc 2 sœurs jumelles, ont choisi de dédier leur vie à se battre pour la vérité et la justice. Liées par un lien émotionnel profond, elles ont toujours été là l'une pour l'autre, mais aujourd'hui elles se retrouvent engagées sur la même affaire et cela mettra à rude épreuve leur gémilité. L'enquête révélera de multiples victimes et mettra en lumière le sordide des histoires intrafamiliales. Effectivement, vous avez continué, d'ailleurs, et c'est très bien étonnant, dans un très beau roman qui se lit vraiment avec plaisir, Chiara, la désillusion, voilà, c'est la désillusion, aux éditions Héraclès. Et en fait, pourquoi vous avez voulu faire ce que vous avez toujours fait en roman? Parce que j'en ai marre d'être embêtée. Je l'ai fait en roman. Ça a été un passage et une transition difficile. Ça m'a pris bien 1 an. Parce que la fiction, il y a une part de créativité que j'avais pas forcément mis en œuvre dans les premiers livres, parce que c'était pas l'objet à ce moment-là. Il y avait encore des histoires que je voulais raconter. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ben tiens, il y avait 2 projets complètement différents. D'un côté, ces histoires de sœurs jumelles, et puis d'un côté, ces histoires-là qui étaient des enquêtes que j'ai faites, que j'ai menées, qui avaient besoin. C'est basé sur le réel, sur votre réel. Ah non, ce sont encore des enquêtes que j'ai menées, sauf que celles-ci, elles sont passées en force de choses jugées. Donc, il y a eu des condamnations, et donc je ne voulais pas faire un bis repetita de me refaire encore retoquer sur la violation du secret professionnel. Donc cette fois-ci, j'ai fait les choses sans prendre de risques, on va dire ça comme ça. Et donc de partir du réel et le passage qui a été difficile, ça a été de prendre des libertés par rapport à cette réalité-là, parce que j'avais une forme de rigidité aussi à l'intérieur, de vraiment, c'est-à-dire d'avoir tellement à cœur de montrer ce qu'était la réalité, que là, on peut la transformer, on peut la modifier, on peut y rajouter quelque chose. J'ai mis beaucoup de temps à me l'approprier. Et du coup, ce livre-là, ça a été le plus difficile pour moi à écrire. Ça a été le plus long. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, que je le modifie. Donc un travail d'écrivain que j'avais jamais fait jusqu'ici. Ouais. Donc ça a été la première difficulté. Et après, la deuxième, ça a été de trouver un éditeur. Parce que j'ai déjà écrit des livres, donc des éditeurs, j'en connais quand même un certain nombre. Et oui, mais c'est comme pour tout partout, je suis dans une case qui est, elle écrit des documents. Il voulait pas, il dit, Agnès Naudin, non, il faut vous raconter un témoignage, pas de roman, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que dans un roman, on passe dans une autre case, ça veut dire que dans les librairies, on est dans un autre rayon. Et en fait, dans ce circuit-là, qui pourrait être le même que la grande distribution pour les agriculteurs, tout d'un coup, il y a un produit qui arrive et on ne sait pas où le mettre, et donc du coup, on préfère ne pas le mettre. Et c'est ça. Donc c'est toujours au carrefour
pas dans une case où ce serait effectivement certainement aussi pour moi plus pratique d'être. Et donc finalement, et là encore, voilà parfois la part de divin qui arrive, c'est le hasard des rencontres et des coïncidences qui n'en sont pas. Et j'ai rencontré des éditeurs qui font ce métier-là de manière différente de ceux que j'avais connus jusqu'ici. Et cette aventure, elle est partie je les ai rencontrés fin août et le bouquin sort début novembre. Ah oui, d'accord. Donc ça a été vite, très très vite, exactement. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parlez effectivement de ce que vous connaissez, vous parlez de réel. Et ce qui est quand même frappant, et ça reste vraiment très fort, vous disiez avant, je voudrais qu'on revienne là-dessus, vous disiez beaucoup de gens ne veulent pas entendre cette réalité. Et cette réalité, comment vous expliquez, s'il y a explication d'ailleurs, parce que vous avez vécu dans votre pratique policière, etc., c'est vrai qu'il y a des choses sordides, absolument sordides. Il y a des choses dramatiques, et surtout quand on s'attaque, encore une fois, et on va pas parler de pédocriminalité et autres, quand on s'attaque aux enfants. Je veux dire, c'est quelque chose, moi, qui me paraît, mais non seulement insupportable, on sait que ça existe, et on sait que ça existe depuis toujours, mais on est frappé justement, vous disiez, on veut pas l'entendre, mais on voit ce qui se passe, et aux États-Unis actuellement, énormément de procès sont en train de sortir là-dessus, après les voyages dans certaines îles et autres rappeurs. Comment vous expliquez que le manteau reste très fort, qu'il y ait cette espèce de non-dit, de cacher ce crime que je ne saurais voir? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première déjà, et vous contribuez fortement à ça en tant que média, c'est qu'on ne parle que de ce qui se passe pas bien. Donc il y a un matraquage en permanence dans les médias de ce qui se passe pas bien. Les gens sont dans leur vie, avec leurs préoccupations quotidiennes, leurs problèmes en règle générale, et les médias passent leur temps en plus de tout ce qu'ils vivent, à rematraquer quelque chose, c'est-à-dire ne laissant aucun échappatoire à où est-ce qu'il y a un peu de lumière quelque part, où on pourrait éventuellement s'épanouir. Donc déjà, il y a ce phénomène-là qui contribue. Et le deuxième qui procède exactement de la même chose, c'est que quand on est dans son quotidien et qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'on vit, et donc c'est des questions qu'on ne veut pas se poser, on ne veut pas voir la nature humaine telle qu'elle est, puisqu'on en fait partie, et donc se poser sur ces sujets-là et les regarder, c'est aussi accepter de regarder la réalité en face et de voir que nous, on fait aussi partie de ça. Enfin, nous, on n'est pas forcément pédophiles ou criminels ou tortureurs d'enfants. Non, mais quand je dis qu'on fait partie de ça, c'est-à-dire que même les criminels et même les pédophiles, ce sont aussi des humains. Ils font partie de notre humanité. Oui, alors... Et donc, voir que l'humain peut arriver jusque-là, c'est pas possible pour eux. Ils peuvent pas franchir ce cap-là. Parce que parfois, ça peut remettre en question, et alors là, on est en plein dedans, et c'est souvent le cas, dans les secrets de famille. Parce que la problématique des pédophiles et de tout ce qui concerne les mineurs, je veux dire, dans la majeure partie du temps, c'est les secrets de famille. Donc en fait, ils sont déjà dedans. Donc c'est une réalité. Alors soit ils sont dedans, et le fait de regarder ça, ça leur rappelle. Ils sont dedans, et c'est très dur pour eux, ou alors ils la connaissent. Donc en fait, on touche au cœur vraiment du plus intime. Et c'est souvent là où on n'a pas du tout envie d'aller regarder, parce que c'est difficile, parce qu'il faut faire un certain nombre de choses, et qu'aujourd'hui, on veut plus prendre de risques, plus faire des efforts, on veut pas se discipliner, et on veut pas se connaître, en fait. Parce que c'est difficile parfois d'ouvrir les yeux et de se dire, tiens, je fonctionne comme ça, et la première personne qui ne le voit pas, c'est moi. Oui, mais Agnès Dodin, sortons des familles où il y a de ces problèmes-là, effectivement. Mais vous avez énormément de gens, et je crois quand même que c'est la majorité, je dis pas qu'ils vivent magnifiquement, qu'il n'y ait pas des problèmes, mais qui n'ont pas ce genre de problème sordides ou criminels. Pourquoi eux ne veulent pas entendre? Vous dites, oui, les médias ne donnent... Enfin, écoutez, ils vivent dans un univers, il ne s'agit pas... Comment ils ne veulent pas prendre conscience qu'il y a ce problème-là? Alors qu'ils sont même peut-être très bien avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs amis, etc. Et puis qu'on sait qu'il y a des guerres, qu'il y a tout ça. Enfin, on sait très bien qu'il y a le mal dans l'homme. Faut pas quand même... Ce ne sont pas tous des gens qui vivent dans leur bulle. Oui, pourquoi ils ne veulent pas l'entendre? En fait, quand j'ai commencé à écrire en 2018, quand le premier livre est sorti en 2018, oui, on n'était pas encore dans l'ère de prendre vraiment à bras-le-corps le problème des violences conjugales. C'est venu, tout ça est venu
à 2018, ce moment-là. Quand même. 2018, non, dans les services de police, les référents violences conjugales, c'est venu à peu près 2020, 2021, une fois qu'on a fait, en fait, c'est sorti au moment du Covid, au moment quand les gens sont restés chez eux, il y a eu enfin voilà, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a commencé à mettre des choses en place, pas en parler, mais commencer à mettre des choses en place. Donc dans les médias, ça a commencé à s'ouvrir. La thématique sur les enfants, à ce moment-là, j'étais tout à fait consciente que on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les médias ont fait ce rôle-là à un moment donné de dire stop, on va commencer à en parler parce qu'après, il y a aussi une forme de censure. Parce qu'il y a un lien entre les réseaux pédocriminels, l'argent, la drogue, les politiques, un certain nombre de choses. Un lien que vous avez constaté. Soyons clairs. Pas dans le cadre de mes activités. Après, j'écoute, j'entends, je rencontre des gens et voilà, j'ai arrêté, déjà moi, depuis que je suis arrêtée, j'ai arrêté d'être naïve aussi là-dessus. Alors que j'étais en plein cœur du système, ça faisait partie des choses quand on en parle. Mais quand on m'en parlait, je me disais, mais c'est pas possible, ça ne correspond pas à ma réalité dans laquelle je suis là aujourd'hui. Maintenant, ça transpire partout, ça touche les plus grands. Les médias, les réseaux sociaux permettent aussi beaucoup de se départir de l'information qu'on veut leur donner. Ils vont aller la chercher ailleurs. Absolument. Donc il y a, en parallèle de on veut pas voir, il y a quand même tout ça qui se met en place aussi et qui crée une balance et dans lequel aujourd'hui ces sujets ils sortent et on en parle de manière plus facile et même parfois après avec des dérives parce que du coup on va en parler à outrance, on n'en parle pas et on en parle trop en fait. Il y a toujours le retour du balancier qui va aux extrêmes. Et ben on est dans cette période-là. Et concernant les enfants et les violences qui sont faites sur les enfants, pour l'instant, c'est pas encore rentré dans le champ légal, judiciaire, policier. Voilà, on n'en est pas encore à cette phase-là. Mais ça va arriver. Rentré dans le champ médiatique avec les films, avec les documentaires, mais pas dans le champ policier. Eh ben, c'est pas rentré dans le champ institutionnel de prendre vraiment à cœur ces sujets-là qui sont fondamentaux. En revanche, effectivement, eh ben, on va se poser la question d'aller mettre des GPS sur des gilets d'enfants à l'école pour savoir comment est-ce que les petits garçons et les petites filles se comportent. On met l'argent là où on le souhaite, là où on veut, là où ça intéresse. Le système encore et toujours Agnès Naudin. On va continuer à parler du roman d'Agnès Naudin, Chiara, après cette petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes de Saint-Gémeaux, et sous le signe des Gémeaux, des faces à l'admirer, Eh ben oui, non, c'est pas Chiara et Julia qui chantent ça, mais dans le roman d'Agnès Naudin, donc Chiara, alors elles travaillent ensemble, la capitaine de police, c'est vous, l'avocate, je ne sais pas si c'est une amie à vous, vous avez pensé à une amie à vous, vous avez complètement inventé, dites-moi. En fait, j'ai passé 2 ans quand j'étais en brigade des mineurs avec une collègue qui avait une sœur jumelle, une vraie jumelle. Donc elle était flic et sa sœur jumelle était avocate. Ah, d'accord. Et voilà, donc c'est vraiment né aussi d'elle parce qu'il y a une partie de Chiara qui est aussi cette jeune femme-là. Donc c'était une manière pour moi aussi de lui rendre un peu hommage. Vous avez un exemple, oui. Vous avez un exemple du quotidien pendant 2 ans, ouais. Et alors justement, on parlait de ça, Agnès Naudin, et vous en parlez longuement dans ce roman. Et au fond, vous avez dit quelque chose juste avant la pause. Vous avez dit, mais moi j'étais naïf, je pensais pas qu'il y avait telle ou telle chose, même dans mon métier. Et c'est quand même intéressant parce que beaucoup de gens, quand on interroge des policiers ou autres, d'ailleurs pas seulement des policiers, ou des juges, ou des avocats, des fois ils vous disent des choses assez terrifiantes sur les drames qu'ils ont. Et donc, vous avez été, et d'ailleurs c'est bien, vous avez la capacité d'être encore étonné, mais même par peut-être une profondeur de la perversité ou de la glauquerie, disons. Plus maintenant. Ça y est, j'ai franchi ce cap-là. Oui.
mais je l'ai accepté, mais ça reste encore très difficile. Et comme c'est pas du tout mon mode de fonctionnement, j'ai toujours du mal à comprendre les ressorts en fait qui mènent à ça. Voilà. Alors je parle pas de ceux qui sont malades, sociopathes, etc. Non, ça, bien sûr, oui, ça. on comprend. Mais quand on n'est pas dans ce cadre-là et qu'on arrive quand même à se retrouver dans des situations et à commettre des infractions telles que viol sur mineurs, etc., etc. Voilà, ça j'ai mis beaucoup de temps à penser que c'était possible, presque. Ben oui. Ouais. Alors, je dirais, Mais, et oui, on se demande jusqu'où on peut aller. Et la partie de moi qui veut pas le voir et qui veut pas l'accepter, c'est aussi parce qu'en fait cette réalité-là, j'ai pas du tout envie qu'elle fasse partie de la société et telle que moi je la vois en fait. Oui, mais sauf qu'elle fait partie. C'est Elle en fait partie, ça. Ouais. tout à fait. Mais donc du coup le décalage pour moi était énorme. Voilà, j'arrive maintenant à faire en sorte que le décalage soit un peu plus petit. Alors racontez-nous justement pour savoir pour les futurs lecteurs de votre livre que je recommande, c'est quoi cette affaire? Cette affaire, ça a été la plus longue, la plus difficile. C'est une des premières affaires sur lesquelles je suis tombée en arrivant. Et celle-là, elle était terrible parce qu'il y a beaucoup de victimes. C'est-à-dire, racontez-nous. Eh ben, il y a... Voilà, oui, mais après, si je raconte, du coup, tout le travail de suspense que j'ai essayé de mettre dans le livre, ça va complètement être zappé. Alors, je sais pas comment Alors, vous allez raconter le début, et puis les lecteurs le liront après. Non, mais de quoi il s'agit, enfin? Il s'agit d'une dénonciation qui est faite par un petit garçon qui dénonce des attouchements qui ont été faits par un de ses voisins. Et voilà, et ça part de ça. Et ensuite, l'objectif de raconter cette histoire-là, c'est parce qu'effectivement, quand elle démarre, en réalité, l'histoire, elle a démarré quasiment 20 ans avant. Et donc, il y a d'autres procédures, il y a un système judiciaire tel qu'il était d'ailleurs à cette époque-là, donc très loin de là où on est aujourd'hui, avec les difficultés que ça Vous voulez dire, il n'y avait pas des mesures nécessaires, enfin, il n'y avait pas encore les mesures à l'époque pour combattre ça de façon plus effective? Les procédures n'étaient pas les mêmes, elles étaient beaucoup plus courtes. On n'était pas, la procédure pénale, le visage de la procédure pénale n'était pas le même il y a 20 ans. Donc, si on mettait aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 20 ans, si on le mettait aujourd'hui, ça n'aurait pas été traité de la même manière. Donc déjà, au moins, ça permet de voir aussi l'évolution. Et après, qui a été positive quand même pour vous? Qui a été positive, oui, parce que... Je veux dire, par rapport au traitement au jugement de ces crimes. Non, alors moi, je suis pas assez vieille pour ça. Je n'ai que 13 ans et la brigade des mineurs, c'était pour moi, c'était entre 2016 et... Oui, mais les affaires, elles dataient déjà il y a encore plus longtemps. Donc, je peux pas dire c'est mieux ou c'est moins bien parce que il y en a plein qui vous diront c'est trop long, c'est trop... bref, la procédure pénale est un problème en soi. Mais donc là, dans cette histoire, ce qui m'intéressait, c'était de raconter justement l'évolution aussi de comment les juges d'instruction ont essayé de faire au début. Ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons et qui sont essentiellement dues à un problème qui est fondamental et qui est toujours le même et qui restera le même, et c'était déjà le cas au moment d'Outreau, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parole de l'enfant? Parce que la parole de l'enfant... Elle peut être vraie comme elle peut être inventée, comme elle peut être fausse. Exactement. C'est vrai. On l'a bien vu à Outreau. Enfin, c'était... Ouais. C'est un vrai problème. Et vous avez eu, vous, quand vous avez rencontré quand même, enfin, vous avez écouté des enfants. Oui. Pas comme, justement, ni comme avocat, ni comme juge, mais comme policier. Non, comme policier. Moi, je les ai entendus dans ce cadre-là. Voilà. Et il y a une chose très simple, je crois, à laquelle je crois, en tout cas, je ne sais pas si c'est partagé, c'est le fait qu'un enfant, quand il ment, il est capable de mentir en ne disant pas ce qu'il s'est raconté réellement. En revanche, c'est plus compliqué de mentir en créant une situation qu'il n'a pas vécue. Ah ouais, je comprends. Il peut mentir par omission. Exactement. Plus facilement que mentir en créant une situation. Enfin, oui, parce qu'un enfant de 4 ans, s'il n'a pas vécu un inceste et qu'il doit, ou 4, 5 ans, 6 ans, mais que par X ou Y raison, il est télépiloté par un adulte pour raconter ça. Non, ça on va le...
Forcément, ça se voit. Voilà, exactement. Je crois André, il y a une auditrice qui voudrait poser une question, donc je vous coupe. C'est Mireille de Toulouse. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Merci pour vos bonnes émissions. Merci à vous. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt, comment dire, une... je suis tout à fait d'accord avec madame. Moi, je ne suis pas confrontée à ce type de problème, mais par contre, je m'y suis intéressée parce que tardivement, j'ai eu un petit garçon qui aujourd'hui a 8 ans et demi. Et j'ai très peur pour lui. Voilà, parce que Pourquoi vous avez très peur pour lui, Mireille? La pédocriminalité, le fait qu'il y ait des prédateurs, voilà, je n'ai pas été confrontée à ça. Personnellement, toute petite, j'ai vu une personne qui rôdait et j'ai eu un très bon instinct de partir en parler à ma mère. Donc, je crois en l'instinct des enfants qui savent lorsqu'ils ne sont pas confrontés à ça, ils savent réagir. Par contre, quand madame dit qu'on est dans nos vies et qu'on est, qu'on ne veut pas voir tout cela, j'avoue que lorsque j'ai vu des reportages, après, ça m'a... je ne faisais qu'y penser, j'en rêvais, j'en avais très peur. Donc, effectivement, quand on n'a pas été confronté à cela, on a envie de tourner la tête un peu. Oui, on n'a pas envie, Voilà, on n'a pas envie de toucher le fond, quoi. Enfin, de voir le fond, même si on n'a ça pas ne envie de concerne voir pas. cette partie-là. Et que lorsque madame disait, ça fait partie de l'humanité, oui, de l'humain, pas de l'humanité, mais de l'humain, c'est très, c'est très perturbant d'ouvrir les yeux et de, que faire. Merci Mireille. Oui, Agnès Naudin, c'est vrai, d'ailleurs on peut se poser la question, peut-être je vais un peu loin, mais je ne crois pas, est-ce que c'est fait partie de l'humanité ou c'est fait partie de l'inhumanité? Parce qu'il y a beaucoup d'inhumanité chez les êtres vivants. Mais moi, je crois que dans la manière dont vous posez la question, il y a beaucoup de dualité et que la dualité, elle n'est pas forcément juste en fait. Ça fait partie de l'humanité. Il n'y a pas d'inhumanité dans l'humanité. Il y a l'humanité telle qu'elle est en fait. Et point. Et point. Avec ses failles et ses grandeurs, c'est ça. Voilà. Avec ses expériences. Et on en est tous des produits et on concourt tous à cette expérience de l'humanité. Et après, la question, c'est où est-ce qu'on veut l'emmener. Et je crois que la question, elle est surtout là. Parce que les institutions, elles ne changeront pas. Elles ne changeront que parce que les gens à l'intérieur changeront. Je suis d'accord, mais je crois aussi que la question qui se pose aussi, c'est que est-ce qu'on peut empêcher de nuire ou pas? Parce que je crois qu'il y a des gens innocents qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien vu et qui se font massacrer par des gens. Et je crois que empêcher de nuire, c'est quand même pas inintéressant. Moi, personnellement. On se retrouve juste après une petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui Agnès Naudin, auteur du Chiara des illusions à Héraclès Éditions. Si vous avez une question ou une réaction, vous pouvez appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et Agnès Naudin pour Chiara et Désillusions aux éditions Héraclès. Alors justement, parlons un peu de ça. Il y a eu effectivement sur la pédocriminalité, sur la maltraitance des enfants, sur tout cela dont vous avez parlé. C'était votre métier. Je dis c'était, ça va peut-être le redevenir ou pas. Vous allez voir. Ça c'est autre chose. Agnès Naudin, donc dans la capitaine de police, je le rappelle. Et on disait à la pause, vous parliez du bilan social du ministère de l'Intérieur. Vous dites que le ministère de l'Intérieur, mais est-ce qu'il n'est pas tenu de présenter un bilan social tous les ans, alors que vous dites que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de chiffres, enfin en tout cas que le ministère de l'Intérieur n'a pas présenté son bilan? Non. Pas du tout, vous êtes sûr de ça? Je suis quasiment certaine. Alors, sauf si ça a changé sur ces 6 derniers mois. Mais je pense pas. Après, c'est facile de les trouver, ces rapports-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on essaye d'étouffer. Il n'y a pas que la police. Il y a toute une chaîne à la fois de décision, d'information, d'élucidation. Mais votre expérience, le bilan que vous en tirez, en tout cas pour le moment, c'est qu'on essaye plutôt d'étouffer, on essaye plutôt de masquer, on en parle à un moment donné, et puis après, ça va dans l'oubli. C'est quoi?
Eh bien, je pense que dans ce type de rapport-là, il y a des informations et des chiffres. Alors après, c'est pareil, les chiffres... Oui, on peut en faire ce qu'on veut. C'est encore un autre sujet. Oui. Donc, la source, en fait, de cette information-là, dans les chiffres, maintenant, sur le bilan social du ministère de l'Intérieur, là, on est sur des chiffres de combien il y a d'agents qui sont malades, combien ont démissionné, combien sont partis, ce type de choses-là, voilà. Et je pense que s'ils ne les montrent pas, c'est que effectivement, ils veulent pas assumer le fait que leurs troupes, elles vont pas bien, et qu'on va trouver d'autres raisons qui font partie du tout, de la difficulté du métier, etc., etc. Et ils ont été bien malmenés depuis un bon moment. Sauf que, moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de management au sein de cette institution-là, et que le bilan social, là, on est sur une fonction vraiment ressources humaines pure et dure, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Et qu'il n'est pas fait. Pour autant, il est dénoncé de manière régulière. Il n'y a pas que moi qui en parle, même si Police à la loi de l'Omerta, c'était aussi en grande partie ce sujet-là. Et voilà. Et donc, dans ces cas-là, ce serait admettre que oui, qu'ils font pas bien les choses. Donc, et au fond, aujourd'hui, très franchement, aujourd'hui, alors vous en êtes, vous n'avez pas du tout envie. Vous dites que vous n'avez pas le choix, mais effectivement, ça on a compris. Mais au fond, le métier de policier, c'est pas un métier facile, et ça, on le sait. Il est facile d'en parler, il est beaucoup difficile de l'exercer. Mais est-ce que vous avez vraiment envie, si on vous disait, écoutez, vous allez être intégré, vous allez voir, vous n'allez pas être dans un climat de défiance, etc., etc. À supposer, faisons une hypothèse où ça se passe bien. Est-ce que vous, profondément, vous avez envie de retrouver ce monde-là, ou vous avez envie de faire autre chose, vous, personnellement? Ce monde-là, oui, mais l'institution telle qu'elle est, non. Donc en fait, tant que la structure, l'architecture, le squelette tel qu'il est administratif aujourd'hui de la police, moi, la seule condition, entre guillemets, ce serait ok, moi je veux bien, je reviens, mais je suis ministre de l'Intérieur, et puis on y va vraiment, en fait. Déjà prendre le job de Retailleau, ça y est, il vient d'arriver, et Agnès Dodin se présente. Voilà, non, mais j'en discute souvent en rigolant, parce que bien évidemment, toutes ces questions-là, je me les suis posées, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'ai beaucoup échangé aussi là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, très franchement, sans faire un projet de loi, un programme de gouvernement? Déjà, une des premières choses que je dis tout le temps, c'est que dans la police, on a le directeur général de la police nationale, et puis on a le préfet de police de Paris. Donc en fait, on a 2 chefs. Et déjà, juste faire comme chez les gendarmes. Déjà ça, en manière d'architecture, ça changerait. Vous avez 2 chefs énormément de choses. Voilà. Vous voulez dire 2 chefs qui ont des responsabilités équivalentes? Quasiment, sauf que le directeur général de la police nationale, il a 2/3 des effectifs en France, et que le préfet de police de Paris, il n'en a qu'1/3. Mais ça fait un dédoublement de service. Donc là, quand on revient sur l'histoire de la gestion des finances publiques, on a fait certaines choses avec la DGSI, on a essayé de recouper des services, mais il y a un truc qu'on ne fait pas, c'est cette institution qu'est la préfecture de police de Paris, qui est magnifique en plus en soi, et qui fonctionne parfois mieux que certaines choses au sein de la direction générale de la police. Mais on n'est pas en train de dire qu'il faut niveler vers le bas, on est en train de dire on prend un modèle, on prend celui qui marche le mieux, et voilà, et on met un chef. Exactement, voilà. Et pour avoir des vraies ressources humaines, une ressource humaine, pas 15 dans différents services, etc., etc. Donc voilà, des idées, j'en ai plein. Si Monsieur Retailleau, il veut en avoir plein, écoutez, je suis là, on peut en parler. Mais... Écoutez, en tout cas, c'est véhiculé, Monsieur Retailleau nous entend, donc on verra s'il vous écoute. Voilà, mais disons que tant que l'institution, elle est comme ça, et qu'elle fonctionne comme ça, non. Voilà. Okay. Donc, pour le moment... Et puis l'écriture, c'est voilà, je déplace juste ce que je fais à un autre endroit où il y a plus de liberté. Et voilà, et puis j'ai plus l'obligation de réserve, de loyauté, etc., etc. Donc et la fiction, la fiction, ça permet de raconter encore plus la réalité sous couvert de la fiction, en disant voilà, ça amène les gens aussi, et des lecteurs qui éventuellement auraient pas envie de le voir, mais qui vont être capables de lire et c'est ça moi je comprends pas, c'est-à-dire qu'on veut pas voir la réalité telle qu'elle est, mais on va aller lire des livres et des romans noirs horribles, atroces, dans lesquels il y a dans lesquels il y a une violence qui est exacerbée, et les gens adorent ça. Vous savez pourquoi? Non, je sais pas. Parce qu'il y a le talent.
Parce que les grands écrivains noirs, les grands romanciers policiers sont du talent. Et le talent, ça joue. Donc, et comme ça, on leur rend hommage par là. Voilà. Et comme vous avez du talent, je sens que vous allez faire la Proust de la police à la recherche du gardien de la paix perdu. Merci Agnès Nodin. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions d'André Berkoff et cette dernière qu'on vient d'entendre en podcast sur notre site internet sudradio.fr et en replay sur notre chaîne YouTube. Berkoff dans tous ses états revient demain, André ? Demain, absolument. À midi, même endroit, même heure. On va continuer à parler avec de Washington, terrefrance.fr, de l'Amérique et le reste. le premier site d'articles français et patriotes.